Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire co-organisé avec Agotera. On va parler de contribution aujourd'hui et on va essayer de répondre à cette question: pourquoi la contribution carbone a toute sa place dans votre stratégie climatique? Pour faire très court et pour être un peu cash, votre stratégie climat n'est pas complète si vous ne contribuez pas. Et on va en parler aujourd'hui. Donc moi, je suis Renaud Bétain, je suis le vice-président de l'action climat de Sweep. Euh, Sweep, c'est une plateforme de gestion des données ESG et carbone en premier lieu, qui permet de piloter des plans de transition et des plans de contribution et de reporter euh, dans les bonnes cases, surtout quand il y en a beaucoup. Et là, je pense à la CSRD. Et en deux mots, voilà maintenant 16 ans que je travaille dans le climat. J'ai vendu les premiers crédits carbone dès 2007 pour le GRES, une ONG française extraordinaire. J'étais en charge du programme CO2 solidaire et j'ai créé Info Compensation Carbone, euh, site vers lequel je vous renvoie. 3 ans chez Carbone 4, où j'ai copiloté et co-développé la Net Zero Initiative. Et depuis 4 ans chez Sweep. Voilà. Charles, merci d'être avec nous. Je te laisse te Ouais, bonjour présenter. à tous. Merci de l'invitation. Donc moi c'est Charles Pic, je suis directeur RSE chez Cleantex Propreté. Donc, on est une boîte de nettoyage de locaux professionnels créée par mon père en 1980 et reprise par mon frère en 2019. Ça fait 12 ans que je suis dans la boîte. J'ai à peu près occupé toutes les fonctions et j'ai été aspiré sur la fonction RSE à mon retour au siège en 2019. Donc ça fait 4 ans que je pilote la stratégie RSE du groupe et nous sommes clients de Sweep et de Agotera. Donc ça fait du sens que je sois là aujourd'hui. Très bon choix. Effectivement. Et du coup, moi, Mathieu, je suis le fondateur d'Algotera. C'est une idée que j'ai commencé à développer en 2020 dans la ferme qui est juste derrière mon dos. Vous voyez du lin en fleurs qui a été récolté depuis. Mais en fait, on a une ferme qui est à Lille, à Villeneuve-d'Ascq pour être exact, et qu'on a passé en transition vers l'agriculture bio. Et on s'est rendu compte, en tant qu'agriculteur, des risques et des coûts liés à la transition et à la nécessité de trouver du cofinancement. Et on a une idée toute simple, nous rapprocher des entreprises de notre territoire et de notre chaîne de valeur pour trouver de quoi financer la mise en place de ces nouvelles pratiques d'agroécologie. Et vu que ça a plutôt bien fonctionné sur la ferme, on- ça m'a donné l'idée tout simplement de proposer à d'autres agriculteurs de rejoindre l'initiative. Et c'est comme ça que j'ai lancé du coup Agotera, avec cette idée d'agora finalement au service de la terra, de la transition. Et aujourd'hui, on a engagé un peu plus de 3000 agriculteurs dans 5 pays, dans une transition sur 5 ans. Et je vous expliquerai comment on l'intègre dans la stratégie, notamment de contribution carbone des presque 100 entreprises comme Cleantex que nous accompagnons aujourd'hui. Donc au menu de ce webinaire, trois sessions, une quatrième avec vos questions-réponses que vous pouvez poser dès maintenant dans la section dédiée de Zoom. On y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est un sujet chaud, complexe, qui questionne. Il y a peu de sujets d'innovation et de d'évolution dans la comptabilité carbone, tel que celui de la contribution, donc vraiment n'hésitez pas. Moi, je vais poser un petit peu le cadre, essayer de décrire ce que c'est qu'un plan de contribution. Mathieu, tu nous en diras un petit peu plus sur ces projets carbone agricoles et comment vous fonctionnez. Et puis Charles, on te laissera terminer pour témoigner de ce que vous faites chez Clinitex. Donc, il est en train de se passer quelque chose sur le marché du carbone volontaire. Donc, ce que je voudrais rappeler à tout le monde aujourd'hui, c'est que les crédits carbone sont associés à une contrainte. En fait, ils sont nés dans le cadre du protocole de Kyoto. Donc, pardon, il y a un petit peu, ça fait un peu de temps maintenant, hein, ça fait bientôt 30 ans que le protocole de Kyoto a vu le jour. Mais les crédits carbone étaient associés à une contrainte d'émissions de CO2. Donc, on appelle ça le cap and trade. Donc, je plafonne et j'échange des droits à émettre du CO2. Et si je dépasse
ce plafond, alors je peux utiliser des crédits carbone. Et quand on parle d'utilisation volontaire des crédits, on parle d'un marché qui n'est pas régulé. Et donc on parle de Far West, de jungle, de tout ce que vous voulez. Depuis des années, en l'occurrence depuis 15 ans, j'entends toujours la même chose. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de transparence, il n'y a pas beaucoup de cadrage des communications associées à l'usage des crédits carbone. Et donc ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est une forme de standardisation. Euh, L'ISO, le BSI au UK, le SBTI avec son standard net zéro, euh, le VCMI et l'ICVCM sur l'offre et la demande en matière de crédit carbone, et même les US sont en train de fixer des cadres d'usage et d'intégrité autour des crédits carbone. Donc on est en train, quelque part, les autorités régulatrices sont en train de se saisir du sujet, puisque, et ce sera un de mes messages, puisque c'est un levier central du financement de la transition et de la neutralité carbone. Ensuite, on a quelque chose qui nous embête depuis toujours avec l'usage des crédits carbone, c'est le greenwashing qui est associé à leur usage. Et là aussi, en fait, on commence à avoir une forme de cadrage et de régulation avec les green claims, donc la directive européenne et la loi climat française Cocorico, parce qu'on est quand même souvent en avant sur ces sujets-là, et aussi en Californie, on a des lois, donc on est plus que sur des guidelines ou des recommandations, on parle de lois qui font bouger les entreprises. On était hier avec un de nos clients, un grand client qui a tiré un trait sur son objectif de neutralité carbone à cause de cette directive européenne. Donc en fait, on voit l'impact d'ores et déjà sur la communication des entreprises. Et donc oui, la chasse au greenwashing est ouverte. Et c'est une très bonne nouvelle euh, parce qu'il s'agit de redonner confiance et fierté dans ce soutien aux projets comme ceux d'Agotera. Et la transparence, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû répondre à une série de questions d'un client sur les crédits carbone. Donc je le précise tout de suite, Sweep a vendu quelques crédits carbone au tout début de sa courte vie. Euh, et c'est plus le cas aujourd'hui, donc on ne vend plus aucun crédit carbone, on n'a pas de catalogue en ligne, mais on a des partenaires comme Agotera. En tout cas, on a eu un de nos clients qui est venu avec une série de questions pour la CSRD autour de l'intégrité, et je pense qu'on va plus pouvoir se cacher derrière un petit volume de crédit carbone d'excellente qualité sociale, environnementale, et d'autres types de crédits qui seraient de moins bonne qualité. Il va falloir faire toute transparence sur l'origine, le prix, les volumes, voir les accords futurs qu'on a mis en place avec des porteurs de projets. Donc tout ceci est une bonne nouvelle. Fini la récréation, fini le Far West. Donc on entre dans un monde en fait euh, où la contribution pour répondre au cœur du sujet, a toute sa place dans un plan de stratégie climatique entreprise. On connaît les plans de transition qui sont définis par la mise en œuvre la mise en place et la validation d'une cible de réduction, d'actions quantifiées pour atteindre cette cible, et donc de trajectoire de réduction. Ça, c'est le plan de transition. On fait le pari que, que le plan de transition viendra au même niveau que ce plan de contribution. Mais pour parler de plan de contribution, on est obligé d'ouvrir nos chakras. Donc, je vous propose de fermer les yeux et d'oublier tout ce que vous savez sur la contribution et la compensation pour repartir sur de bases beaucoup plus saines. Donc, une entreprise contribue à l'intérieur de sa chaîne de valeur et au-delà de sa chaîne de valeur. Dans sa chaîne de valeur, une entreprise, qui, pour reprendre les termes de Rachel, notre cofondatrice et CEO, qui sont des agents du changement, ont la possibilité d'aider les autres à réduire et à séquestrer des émissions à l'intérieur même de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire en proposant des produits et des services qui contribuent à la neutralité carbone, et en dehors de leur chaîne de valeur, en finançant directement des projets bons pour le climat, qui sont capables de prouver leur impact. Donc si on rentre dans le détail, la meilleure source
de contribution, c'est dans votre scope 3.1, en amont et en aval de ce scope. En amont, chez vos fournisseurs, si vous faites partie de l'agro-industrie, vous avez la capacité d'augmenter les puits carbone, puisqu'ils ne vous appartiennent pas, mais ils appartiennent aux agriculteurs dont tu parleras, Mathieu. Donc, on a la possibilité en amont d'aller chercher de l'augmentation des puits de carbone. Et ici, on retrouve des méthodologies comme FLAG, SBTI et un peu d'émissions évitées. Et on retrouve des émissions évitées aussi en aval de du scope 3, c'est-à-dire dans l'usage des produits que les entreprises vendent. Et là, clairement, on a un cadrage méthodologique aussi sur les émissions évitées avec des acteurs comme Mirova et Robeco qui vont sortir une base de facteurs d'émissions évitées au premier trimestre 2025. Donc, ce qu'on attend ici, c'est qu'une entreprise se transforme et active les premiers leviers qu'elle peut activer, c'est-à-dire son propre business, pour aider les autres à atteindre la neutralité carbone. Et au-delà de sa chaîne de valeur, eh ben, il n'y a pas que les crédits carbone dans la vie. Ils sont bien là. Donc, vous pouvez soutenir des projets certifiés, c'est-à-dire qui suivent des méthodologies validées par des pairs, vérifiées, auditées. Donc, on parle de MRV, de mesures, de reporting et de vérification. Et les crédits carbone issus de ces projets-là peuvent être achetés. Donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez soutenir des ONG. Et là, je vous renvoie vers Planète Urgence. Et donc, cette conférence le 10 octobre à Produrable, où on va parler de mécénat climat. Et finalement, ici, on peut parler d'obligation de moyens et d'obligation de résultats quand on a des crédits carbone. Et enfin, les dividendes climat, une association française soutenue par l'ADEME, Mirova, SWIP, qui permettent de récompenser des investisseurs qui montent au capital d'entreprises innovantes, décarbonantes, et récompenser de cet investissement. D'accord? Donc, un plan de transition, c'est un plan qui mesure l'intégralité de ces métriques de la contribution en dehors et dans la chaîne de valeur et qui se fixe des objectifs. Donc, pour terminer, j'ai des messages, quitte à être ici avec vous. Le premier, c'est qu'un crédit carbone n'est pas fait pour annuler vos émissions. Il est fait pour financer la transition, donc une transition agricole dans le cadre d'Acoterra. Il est fait pour améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres à l'autre bout du monde, que vous ne connaissez pas, mais qui, elles, connaissent les impacts de vos émissions de CO2. Donc, je voudrais rappeler qu'on a un sujet de justice climatique et d'équité dans la lutte contre le changement climatique. Et je pense qu'il est intéressant de voir le CO2 comme un des co-bénéfices, plutôt que de voir l'inverse. Donc, parler d'argent, c'est-à-dire parlez-nous de votre financement de la neutralité carbone. Ensuite, on a un petit biais depuis 2018, c'est le biais du tout removal ou du tout séquestré, du tout retiré. Il faut retirer du carbone de l'atmosphère, évidemment. On a besoin de doubler les puits de carbone français et internationaux. Mais lorsque vous contribuez sur des projets, le plus simple est de demander aux porteurs de projets ce dont ils ont besoin. Et si vous êtes en Pologne, ce dont on a besoin, c'est de décarboner le mix électrique. En France, on a besoin de soutenir la transition agricole. Dans, dans un pays, je sais pas, en Côte d'Ivoire ou au Togo, on a besoin d'améliorer les équipements de cuisson. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de répondre à des enjeux sociaux locaux et pas à votre propre stratégie marketing. Et enfin, il faut être fier de contribuer. Euh, il faut, à mon avis, attendre des communicants qui travaillent, qui sont un peu moins paresseux, pardon de le dire comme ça. Mais on a besoin de réinventer une façon de communiquer autour de cette contribution qui soit humble, fédératrice et différenciante. Euh, et on a besoin aussi de mesurer cette contribution. Donc, on travaille à un indice de la contribution au même titre que ACT de l'ADEME qui travaille sur un indice de la transition. Euh, voilà, on y est presque, on est en tournant, donc toutes les bonnes énergies sont les bienvenues. J'ai parlé un peu beaucoup, Mathieu, moi je te propose de passer la parole directement, ok? Ok, Et puis super. on se prendra des questions-réponses Ouais, c'est à ça. la suite. L'objectif, c'est vraiment de laisser du temps aussi à la fin pour avoir un échange super transparent.
et être sûr qu'à la fin de ces 45 minutes, tout est clair et que vous puissiez vous poser éventuellement l'action, enfin, les questions pour vous mettre en action. Euh, on l'a vu avec Renaud, au-delà du plan de transition, il faut associer un plan de contribution. Et quand on parle de plan de contribution, on va aller voir finalement à développer les différentes puits de carbone. Quand on parle de puits de carbone naturels, notamment, puisque c'est ceux qu'on va regarder aujourd'hui, puisque au-delà de séquestrer du carbone, ils ont une multitude de co-bénéfices sur l'eau, la biodiversité, la résilience des sols. On a grosso modo aujourd'hui 3 grands puits de carbone. Donc les océans, qui ont une capacité d'absorption du CO2 sans équivalent, notamment par l'étendue, les sols agricoles et les forêts. Et on pense effectivement souvent aux forêts, alors que le premier puits de carbone européen, en termes de potentiel, vont être les sols agricoles. Et quand on parle d'agriculture, moi j'aime bien finalement parler que c'est une solution qui est juste sous nos pieds, mais aussi de cette contradiction. Aujourd'hui, l'agriculture est finalement assez contributrice à la crise climatique. Si on parle uniquement de la France, on est à peu près à 2% de notre PIB aujourd'hui, près de 20% des gaz à effet de serre. Et c'est dû à une seule chose, les pratiques agricoles qui sont plus du tout adoptées à nos sols agricoles. On va parler notamment de labour profond, d'élevage intensif, d'utilisation massive des produits phyto. Et toutes, finalement, ces pratiques ont 2 conséquences majeures, d'avoir des émissions quand même assez fortes, mais aussi de contribuer à la dégradation de nos sols agricoles, qui sont un véritable défi dans un contexte où les aléas climatiques sont de plus en plus présents et où il faut finalement venir renforcer la résilience. Et rien que cette année, les récoltes sur la ferme, et même sur toute la France, à cause des aléas climatiques et notamment énormément de pluie, on a eu des rendements catastrophiques. Et en fait, nous, ce qu'on dit en tant qu'agriculteurs notamment, c'est qu'il faut accompagner cette transition qui est nécessaire de notre agriculture. Et ce qui est vraiment positif et ce qu'on souhaite aussi souligner aujourd'hui avec Charles et Renaud, c'est qu'il existe cette agriculture régénératrice qui va être justement plus résiliente, qui va nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de séquestrer plus de carbone et d'impacter positivement la régénération de nos écosystèmes naturels locaux. Et c'est l'idée donc d'une transition sur 5 ans. Et du coup, on va voir juste après comment ça se passe. Renaud, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, quand on parle de transition vers l'agriculture régénératrice, il faut savoir que ça prend du temps, puisqu'on parle du monde du vivant. Mais il faut avoir le temps finalement que les pratiques soient mises en place et un impact concret sur la régénération de sol et le stockage de carbone. Et donc aujourd'hui, quand on accompagne nos 3000 agriculteurs, tous ont commencé finalement, comme pour une entreprise, à faire un diagnostic carbone. Donc un état des lieux, d'où on est, et on y a associé un plan carbone. D'ailleurs, aujourd'hui, dans des cadres de méthodologiques certifiés comme le label bas carbone, un agriculteur ou une agricultrice peut mettre en place jusqu'à 30 pratiques, 30 leviers d'agroécologie. Et on va jouer, grosso modo, pour faire simple, sur 2 tableaux. Un tableau de réduction de ces émissions. Donc là, on va, par exemple, travailler sur la réduction du travail du sol, donc utiliser moins les machines, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. On va travailler notamment sur la réduction des engrais, notamment les engrais azotés, qui émettent énormément de CH4. Et ensuite, on peut également, par exemple, travailler sur l'alimentation du troupeau. Plutôt que d'aller chercher du soja brésilien qui déforeste, travailler, par exemple, sur du colza local. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur un deuxième tableau, la séquestration additionnelle dans les sols agricoles. Et donc là, l'idée va être, par exemple, d'augmenter la taille des prairies permanentes, mettre des couverts d'interculture, donc entre chaque culture, développer des cultures qui sont décidées à mourir et à nourrir les sols pour rendre le sol plus vivant et stocker plus de carbone, ou faire de l'agroforesterie ou développer les bocagères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un impact carbone, mais on a aussi un impact holistique sur la biodiversité,
et la résilience et la fertilité de nos sols. Je me permets de faire un clin d'œil à Bleu Blanc Cœur parce que c'est une des associations françaises, pardon, qui a, et parce que tu as de la graine de lin derrière toi, qui a travaillé sur l'alimentation des bovins, notamment des vaches laitières, et dont l'objectif premier était d'améliorer la vie des gens, enfin la santé hein, des humains. C'est important, encore une fois, de voir le CO2 comme un co-bénéfice. Agotera ne fait pas ça que pour le CO2, il le fait avant tout pour la santé des sols et la biodiversité. Ouais, exactement. Bah, nous, en étant agriculteurs, on va dire, de famille, c'était important qu'on ne devienne pas agriculteur du carbone. Enfin, ça n'a pas de sens. La Mm. vocation principale d'un agriculteur, bah, c'est de nourrir, de pouvoir finalement voilà, avoir une mission d'alimentation saine au niveau local. Et ça a été l'histoire en fait de notre ferme, donc la ferme BDT, qui est la ferme familiale. Donc, on a aujourd'hui 70 hectares à côté de Villeneuve d'Ascq. On a 50% d'agriculture bio. On a des cultures très diversifiées, notamment pour régénérer les sols, puisqu'en fait, chaque culture va apporter des nutriments différents. Donc, on fait notamment du lin, on en a pas mal parlé, mais de la betterave, du blé, de la pomme de terre, de l'orge, du pois, triticale ou encore des haricots verts. Et on a mis justement ces pratiques en place. On a mesuré, chaque année, on a un suivi annuel pour vérifier avec de la remontée de données et des audits qu'on est bien en ligne avec nos objectifs. Et au bout des 5 ans, audit final, audit de vérification par Bureau Veritas. Et c'est à ce moment-là, finalement, on émet les crédits carbone. Et ça, c'est aussi intéressant comme démarche qui est assez rassurant aussi, notamment pour les acheteurs, comme Balzac Paris, qui est une entreprise de textile aussi labellisée B Corp et qui est dans notre chaîne de valeur lin, c'est-à-dire que eux font de l'habillement, du textile en lin bio. Donc ça avait aussi du sens de financer notre projet de transition. C'est que les crédits carbone finalement sont des crédits carbone ex post, c'est-à-dire que finalement, une fois que les leviers ont été mis en place, qu'il y a un auditeur qui est venu et qui a constaté l'impact, les crédits carbone vont être générés, contrairement parfois à certains projets qui sont des crédits ex ante, qui est une différence importante à noter. Alors, deux remarques, Mathieu, pardon. Je vous invite toutes et tous à adopter le terme de certificat carbone plutôt que crédit carbone. Je le vérifie depuis 15 ans auprès de ma mère, qui n'a toujours pas compris qu'un crédit carbone n'est pas le droit à émettre du CO2. Vous avez un crédit, en fait, et c'est normal. Donc, le certificat carbone permet de mieux comprendre qu'il y a tout un système de certification carbone derrière, comme tu viens de le rappeler. Merci. Et le deuxième point, c'est une anecdote. Je suis tombé sur un café dans un magasin où il était écrit les émissions de ce café seront compensées, ce qui est encore plus dingue puisque là on s'en remet au bon vouloir de la nature. Donc là, enfin, en termes de communication, on va toujours de plus en plus loin. Et il faut éviter ça, quoi. Voilà. Merci pour Pardon. ta remarque. Et du coup, justement, je voulais être assez transparent de comment ça fonctionne. Et donc, j'ai créé un petit schéma assez simple. Et donc, finalement, et c'est important dans finalement, un projet qui doit être rigoureux, qui doit être audité, d'avoir différentes parties prenantes et des tiers de confiance autour de la table. Donc, on a un contributeur, vous l'avez compris, c'est une entreprise qui va financer des projets d'agriculture régénératrice dans sa chaîne de valeur, comme Balzac Paris, mais on travaille également avec des entreprises comme Dior Parfum. Donc là, ils sont dans la chaîne de valeur betterave, betterave pour faire de l'éthanol. On travaille également beaucoup avec le groupe LVMH sur les chaînes de valeur cuir et sur de nombreuses chaînes de valeur sur le lait avec 40 bars ou encore Innocent sur l'arboriculture. Mais on a également énormément de contributeurs qui, comme le disait Renaud, ont une approche territoriale, comme des entreprises qui n'ont rien à voir, OVH, donc serveur informatique, La Route du Rhum, qui ont financé des projets d'agriculture régénératrice à Saint-Malo, autour de Saint-Malo, ou encore le Futuroscope, qui accompagne une dizaine d'agriculteurs engagés dans la Vienne. Donc nous, finalement, on fait le lien entre, vous l'avez compris, Agotera, entre des agriculteurs et des contributeurs,
Et on a un maillon aujourd'hui qui est nécessaire, c'est qu'on s'appuie sur des partenaires agricoles. Vu qu'on travaille beaucoup sur des sujets qui sont très techniques et agronomiques, pour chaque filière notamment ou chaque territoire, on a des partenaires agricoles qui sont des chambres d'agriculture, des coopératives, qui vont accompagner les agriculteurs pendant 5 ans pour s'assurer que les agriculteurs ou les agricultrices atteignent leurs objectifs. Et tout le système est audité, comme je vous disais, notamment par Bureau Veritas en France. On a des organismes certificateurs que vous connaissez sûrement, le label bas carbone, donc derrière c'est le ministère de la Transition écologique, Gold Standard, WWF, ou encore la Norming Law. Et pour finalement fédérer et mettre de la transparence et de la rigueur dans cette approche, on a développé une plateforme qui permet d'assurer une traçabilité, une transparence totale avec un suivi sur le terrain de l'impact à la fois carbone, mais comme le disait Renaud, on a une vision beaucoup plus holistique, donc impact biodiversité, sur la qualité de l'eau ou encore la régénération des sols. Je me permets un nouveau commentaire. Euh, Voilà. on a beaucoup, en fait, depuis toujours, les projets générant des crédits carbone ont été sous le feu des critiques. Moi, j'ai jamais trop compris ça. Et il y a ce que j'appelle une forme d'asymétrie d'exigence. C'est-à-dire, ce que vous avez sous les yeux, c'est un des modèles de MRV, donc de mesure, de reporting, de suivi et de vérification, d'audit, qui est le plus abouti sur Terre. Euh, donc ça, c'est côté porteur de projet, et je vous le dis, c'est un enfer de faire certifier un projet carbone. Ça coûte cher, euh, pas qu'en France, un peu partout. Et de l'autre côté, vous avez le bilan carbone des entreprises, qui est ce qu'il est, c'est-à-dire que vous connaissez probablement l'ensemble des catégories. Pour mesurer, calculer un bilan carbone, mais on a rarement des audits de ces bilans carbone, c'est très rare. Et on a un niveau d'incertitude, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut commencer à mesurer, qu'on peut mesurer des émissions de CO2 sur la base de dépenses, avec des taux d'incertitude de l'ordre de 80%. Et je trouve qu'il y a une forme d'asymétrie d'exigence entre ces projets carbone qui font tout pour être raccord avec les meilleures méthodologies et faire vérifier, auditer leurs impacts, et des bilans carbone, alors avec des entreprises qui, tant bien que mal, essayent aussi de mesurer ce qui est mesurable, en fait. Voilà. Je pense que c'est important de remettre les deux au même niveau. Voilà. Ouais, Cri du cœur. exactement. Non, mais je te suis. Et nous, on a souhaité aller un cran plus loin, c'est-à-dire effectivement avoir une approche rigoureuse, mais également qu'elle soit créatrice de valeur, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour les entreprises. Et c'est ce que j'explique, Renaud, je veux bien juste sur la slide suivante, avec un peu les 4 grandes valeurs finalement qu'on a développées sur le projet qu'on a lancé en 2020. L'idée, c'est de faire du sur-mesure. C'est de se dire, en fait, on va partir notamment des enjeux des entreprises qui veulent travailler sur la résilience de leur filière, qui veulent avoir un impact territorial concret. Et on va monter un projet en y engageant dedans des agriculteurs pour faire un vrai lien avec ces enjeux des entreprises. On a voulu y mettre de la traçabilité, de la transparence avec des données terrain pour aussi avoir une communication exemplaire, on va dire anti-greenwashing, comme tu le disais, donc avec beaucoup, beaucoup de données et faire le lien aussi avec l'enjeu de reporting des entreprises. On a voulu que ce soit multi-impact, donc avec vraiment une approche holistique. Pour nous, encore, je le retirerai toujours, ça n'a aucun sens de dire, voilà, on a besoin d'agriculteurs du carbone. Un agriculteur est là pour nourrir, pour entretenir la biodiversité. Et ensuite, en plus, on va dire comme service additionnel de séquestrer du carbone. Et il doit être valorisé pour ça. Et ensuite, on a souhaité aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est ce qu'on fait notamment avec CleanEx dans 2-3 semaines maintenant, au mois d'octobre. Mais on emmène les collaborateurs voir les fermes. Parce qu'il y a un enjeu environnemental derrière la transition agroécologique, mais il y a un enjeu social énorme. Il faut absolument revaloriser le statut d'agriculteur. Il y a 10 000 agriculteurs qui partent d'ici, des dizaines de milliers d'agriculteurs pardon, qui partent à la retraite d'ici 10 ans. Il faut renouveler cette génération et il faut absolument montrer que c'est un agriculteur crucial et c'est crucial pour notre notamment résilience alimentaire.
Et enfin, je voulais peut-être ouvrir le débat avant de passer la parole à Clinitex. On aura un témoignage du coup assez incarné, je pense. Mais on me demande souvent, mais ouais, mais moi, les agriculteurs, ils sont pas forcément dans notre chaîne de valeur, pas forcément de lien avec les sujets d'agroécologie. En quoi ça me concerne? En quoi je peux faire le lien avec mes propres enjeux climat et RSE? Et c'est justement le sens, c'est qu'il y a un ROI à faire de la contribution. Pour entrer dans un cadre de stratégie climat robuste, avec un engagement concret et complémentaire du plan de transition, ça peut répondre directement aux attentes de vos parties prenantes. Nous, on le voit tous les jours, que ce soit des évolutions réglementaires. Nous, on voit des ROI financiers, notamment des taux d'intérêt revalorisés avec des actions qui peuvent être concrètes et mesurables. On a un impact territorial fort, ça vous l'avez bien compris, je pense. Mais voilà, participer à ce modèle plus durable avec de nombreux co-bénéfices et avoir une communication alignée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le plantage de l'arbre au Malawi, où on ne sait pas où est le projet, on ne sait pas trop où est le pays, etc. On est vraiment sur quelque chose de concret. On peut aller sur le terrain, voir concrètement ce qui a pu être financé et on peut faire le lien avec la chaîne de valeur. Et ça a été un peu finalement les discussions qu'on a eues avec Charles, avec une entreprise ch'ti aussi, voilà, qu'on connaît bien. Et ça peut être intéressant du coup d'avoir ton témoignage, Charles, là-dessus. Merci à vous deux pour vos présentations. Alors, je préviens, on va faire le grand écart. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été aspiré. Alors, en plus, c'est mon métier d'aspirer, les moquettes plutôt. Mais en tout cas, j'ai été aspiré sur la fonction RSE en 2019 quand mon père est parti à la retraite et que mon frère a repris l'entreprise. Et du coup, je n'y connaissais rien à ces sujets. Donc petit à petit, j'ai monté en compétences, mais je me considère toujours comme novice et du coup, pardonnez-moi mes imprécisions avant mon intervention. Euh, Au moment où du coup ces sujets viennent sur la table, euh, en tout cas, on voulait valider 40 ans de bons et loyaux services de mon père au service de l'entreprise et du bien commun parce que ça fait 40 ans qu'il a des méthodes managériales qui sortent un peu de l'ordinaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il anime des conférences à travers le monde pour expliquer son bon management basé sur les principes de Maria Montessori. Euh, à ce moment-là, avec mon frère, on se regarde, on se dit, mais comment on pourrait aller valider tout ça et valoriser tout ça? Et donc, on est aspiré encore une fois, aspiré par la certification B Corp, pour laquelle on est on tombe sous le charme et on se rend compte assez vite que les sujets environnementaux sont assez loin de nos considérations. En tout cas, c'est pas là où on peut revendiquer le plus de choses. Et donc, de là est partie ma montée en compétence sur ces sujets. Donc, on a entrepris bilan carbone, scope 1, scope 2 dans un premier temps, et puis ensuite scope 3, et puis ensuite on a regardé là où on pouvait générer des réductions d'émissions, donc dans notre propre chaîne de valeur. On a créé plein de choses, plein d'innovations qui nous ont permis d'avancer sur ces sujets. Dans notre plan de transition, en tout cas pour nos bilans carbone, j'avais souhaité qu'ils soient individuels à chaque agence. On a, nous, 15 agences, donc on est 3000 collaborateurs répartis sur 15 agences en France. On a nos 3000 agents de propreté, on est 2200 pardon, collaborateurs support, donc qui sont physiquement dans les agences. Et j'avais souhaité euh, euh, faire un bilan carbone par agence pour avoir vraiment les émissions des agences et qu'elles puissent localement et en tout cas directement eux intervenir sur leurs émissions. Et du coup, à travers la réduction, mais aussi, du coup, à ce moment-là, Agotera nous contacte. Et puis, j'avais déjà regardé un petit peu des plans de contribution. À l'époque, on appelait ça de la compensation, mais des projets, du coup, d'achat de crédit carbone avec des projets Madagascar ou je ne sais où. Et voilà, ça pouvait venir en complément de notre bilan carbone, mais on n'avait pas vraiment d'idée. La rencontre avec Agotera a vraiment fait sens dans le sens où ça faisait le lien avec la stratégie que j'avais imaginée, c'est-à-dire d'individualiser à l'agence le crédit, le bilan carbone, et du coup que
chaque agence puisse avoir ses objectifs de réduction, mais également ses objectifs de contribution en finançant des projets locaux, donc à 10 minutes de chez eux, 5 km, 3 km. L'approche d'Agotera a vraiment répondu à cette attente et ce besoin de localiser les efforts qu'on pouvait faire nous en interne. Et donc, aujourd'hui, on finance 3 fermes dans le nord de la France. Et puis, l'avenir nous dira si les agences vont suivre le pas. Mais en tout cas, on a 3 projets pilotes qu'on va visiter en plus prochainement, comme le disait Mathieu. Et, euh, et voilà. Et du coup, cette rencontre a été salutaire dans notre stratégie, qui a été d'ailleurs piloté sur le tard, structuré, je veux dire, sur c'est en faisant qu'on apprend. C'est un peu le leitmotiv de Clinitex. On n'est pas fan des business plans, des stratégies, des méthodos précises. Nous, on préfère faire et du coup, bah, on a fait avec les partenaires en faisant confiance évidemment aux pros, aux spécialistes que sont Sweep et Agotera. Et du coup, bah, on avance à tâtons. On s'est trompé. On a, on a expérimenté et c'est assez sympa en tout cas, de contribuer à notre manière, à notre échelle, et puis tout en apprenant sur tous ces sujets, quoi. J'ai une question pour toi, Charles. On a un commentaire et une question. Ce que vous avez fait, c'est assez rare, c'est-à-dire faire un bilan carbone et dans la foulée, en complément, ces fameuses 2 jambes dont je parle d'une stratégie climat, vous l'avez fait un peu instinctivement, mais se dire que vous allez avoir un plan de transition en mesurant. Donc, merci de préciser que dans Sweep, on peut piloter des bilans carbone autonomes, donc désagrégés, et donner les clés à l'échelle d'une branche, d'un site, d'un service, le pilotage des émissions de CO2, mais que vous avez fait un plan de contribution à côté, ce qui me permet de faire passer le message suivant. Je crois que la hiérarchie de mesurer, réduire et compenser n'a plus lieu d'être. D'abord parce que le mot compenser ne fonctionne plus, mais aussi parce qu'on est en 2024 et qu'on n'a pas le temps d'attendre 2049 pour engager la transition agricole. Et qu'il est donc nécessaire, encore une fois, si vous oubliez l'annulation de vos émissions, il est nécessaire de faire les deux en même temps, sans soustraire l'un de l'autre, donc votre financement de projet, de votre propre bilan carbone, mais je pense que vous avez fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les deux en même temps. Et ma question, c'est plutôt celle de comment ça se passe en fait chez vous, comment vous le valorisez auprès de vos agents, auprès de vos managers, qui sont des vecteurs en fait. Mathieu disait tout à l'heure que finalement les agriculteurs nous nourrissent et que c'est parfois difficile de faire le lien avec son propre business. OVH n'est pas dans l'agriculture, il n'empêche qu'ils soutiennent des projets. J'ai l'impression quand même qu'on mange quelque chose tous les jours, là, tous dans ce webinaire, et que c'est quand même relativement simple de comprendre que on a besoin des agriculteurs. Comment ça se passe chez vous, la communication et auprès de vos agents? Alors pour la communication, on a évidemment les canaux classiques qui sont bah, tous les points de contact qu'on peut trouver avec eux à travers les newsletters, leurs intranets, les formations qu'on peut leur faire suivre. Et du coup, on fait entrer ces sujets forcément dans dans nos outils. Euh, au niveau plutôt, donc je parlais de nos 3000 collaborateurs, du coup, agents qui sont sur le terrain, mais on a aussi nos collaborateurs support qui sont 200 personnes qui sont dans les agences. Là, on peut aller beaucoup plus loin. On organise des fresques du climat, on va aller visiter. Donc, on fait le lien évidemment avec ce que peut entreprendre Clinitex. On fait des visites de ferme, comme on va le faire. On va essayer de les multiplier avec les collaborateurs qui le pourront. On a des formations pour animer ces sujets en interne. Donc la communication se fait assez bien et il y a un sentiment un peu de fierté aussi Ouais, c'est ce que en j'allais te poser interne. comme question, ouais. Et il y a ce sentiment vraiment de fierté que d'aller au-delà de vraiment notre activité. C'est vrai que
l'agriculture, c'est un peu loin de notre activité de nettoyage, mais Mathieu a rappelé les chiffres tout à l'heure. Une fois qu'on montre un chiffre, les 20% d'émissions, bah en fait, on se dit qu'on contribue autrement, mais Mm. que le chemin peut être fait ailleurs, quoi. Et alors, ce qui est dingue aussi chez Clinitex, c'est que vous contribuez dans votre chaîne de valeur et en dehors de votre chaîne de valeur. Donc, je vais tenter une cascade que je déconseille de reproduire chez vous et vous montrer le premier arbre. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, donc Ah le ouais, c'est premier bon. arbre de contribution. Donc là, vous êtes dans Sweep, ok? Vous avez la partie plan de transition donc c'est un copier-coller, donc il n'y a pas de chiffre hein, dedans. Vous n'émettez pas zéro CO2, voilà. Donc il n'y a pas les chiffres dedans, mais on retrouve ici en fait hein, l'intégralité des émissions et le bilan carbone de Clinitex, branche par branche, site par site. Je vais pas vous le montrer parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on retrouve ici vos contributions. Donc, within et beyond, pardon pour ces termes anglais, mais dans votre chaîne de valeur et en dehors de votre chaîne de valeur. Et si on descend, on retrouve l'amont et l'aval. Et on retrouve ici ce qu'on appelle vos émissions évitées. Je vais t'inviter à peut-être en dire un mot. Clean Carafe et Clean Spray, Ouais. qui génèrent des émissions évitées à peu près 10 000. Et je rappelle que c'est une estimation, Oui. que c'est pas grave si c'est pas nickel, et que si c'est 8 ou 10 000, en fait, Ouais. on s'en fout. On a fait, Mais tu peux nous en dire un mot, ouais. on a fait une petite analyse de cycle de vie et Mhm, on a pu avoir quelques données, mais évidemment, c'est juste des ordres de grandeur. Ouais, très concrètement, à la vue de nos bilans carbone, on se rend compte que, et puis mais après on le savait, mais forcément notre activité, mais on fait du nettoyage, donc on utilise des produits d'entretien et donc gros facteur d'émission sur ce poste-là. Euh, je raconte la petite histoire un peu simplement, mais qui, du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre capacité à faire sans trop faire des plans et écrire des stratégies. Mais en tout cas, mhm, on est tombé un peu par hasard sur une solution qui permettait, via l'électrolyse de sel, donc de l'eau et du sel, de créer un produit chloré qui était désinfectant et détergent. Ma sœur, ayant un réseau de microcrèches, donc utilise cet appareil qui permet, du coup, on met de l'eau et du sel dans un appareil et ça nous permet de créer une solution pour nettoyer les locaux. Et du coup, voyant ça, on a sourcé notre propre appareil et puis du coup, on a inventé ce qu'on appelle la Clean Carafe et le Clean Spray. C'est un appareil dont on déploie à 80%, je dirais, de nos collaborateurs et du coup, directement sur leur site, nos agents d'entretien créent elles-mêmes leurs produits de nettoyage avec un peu de sel de cuisine, tout ce qui est plus classique, et de l'eau du robinet. Et en 10 minutes, il y a un procédé d'électrolyse électrique qui se fait. Donc, il y a un petit peu de consommation d'électricité, un petit peu de consommation d'eau, mais pas plus que si on le faisait, on consommait l'eau avec un produit classique. Et du coup, avec ça, nos agents nettoient sol et surface. génial. Utiliser la clean carafe ou le clean spray. Donc le clean spray, la clean carafe, un appareil qui peut faire à peu près 2,5 litres de solution. Le clean spray, c'est un spray directement qu'on utilise directement. Et l'analyse de cycle de vie qui avait été faite sur ce type d'appareil démontrait que utiliser la clean carafe ou le clean spray permettait 98% de d'émissions en moins par rapport à un produit Mm. classique de type Sanitol, etc. Donc, et puis ça a été un petit peu le Eureka parce que comme c'est un produit désinfectant Covid-19 également, euh, on a lancé cet appareil fin 2019 et la crise sanitaire est arrivée en mars 2020 et du coup qui nous a permis de continuer à servir nos clients tout en étant responsable et engagé Génial. sur la partie CO2. C'est Donc vraiment un c'est une belle super innovation. exemple. Ouais, je trouve que c'est vraiment un super exemple de responsabilité sociétale, c'est-à-dire que vous activez votre propre levier, vos compétences et votre savoir-faire pour aider les autres à réduire. Et donc, on est bien au cœur des émissions évitées. Et si on va se balader au-delà de la chaîne de valeur, on retrouve, pardon, je vais me rapprocher un petit peu.
Donc vous voyez là que j'ai basculé en émissions évitées, mais je peux basculer en séquestration carbone. Et on retrouve au-delà de la chaîne de valeur, on retrouve les crédits carbone d'Agotera. Alors pas seulement en réduction, mais aussi en séquestration, mais aussi en réduction, il y a les deux. On retrouve des dividendes climat, donc il faut que je me remette, hop, en émissions évitées. Donc les dividendes climat, ce sont des actions. Peut-être tu peux nous en dire un petit mot, Charles. Alors ça, c'est une idée qui est venue un peu comme ça, aléatoirement aussi, hein, une discussion avec mon frère. On fait nos entretiens pro et nos réunions en marchant. Donc on est allé se balader, d'ailleurs juste à côté de la ferme de Mathieu. On en avait jamais parlé, mais l'idée est venue de là. On réfléchissait au cadeau de fin d'année qu'on voulait un petit peu engager. On fait tous les ans un petit cadeau à nos 200 collaborateurs support. Il y a d'autres outils de reconnaissance pour nos agents de propreté, mais en tout cas pour les collaborateurs support, on a voulu faire le petit cadeau de fin d'année et à l'époque c'était Time for the Planet, maintenant c'est Team for the Planet, proposé de devenir actionnaire. Et on s'est dit, tiens, en termes et même d'image, soyons pas, soyons honnêtes, le fait de pouvoir offrir des actions à l'ensemble de nos collaborateurs et de pouvoir revendiquer derrière que 100% de nos collaborateurs sont actionnaires d'une boîte comme Team for the Planet. Je ne sais pas si je dois la présenter. C'était sympa. Et en Ouais. parallèle, Cleantech a acheté aussi quelques actions. Du coup, ce qui nous Mm. permet assez modestement de pouvoir euh, euh, avoir des dividendes climat comme tu en parlais. Ouais, Mais voilà, c'était un petit peu le petit cadeau de fin d'année qu'on a souhaité offrir à ouais. l'ensemble. Donc les dividendes, je vous renvoie vers l'association et les futurs événements de l'association Dividende Climat. Et puis enfin, voilà, encore une fois, le mécénat climat, on va passer rapidement dessus. Ouais, Mais, mais il y a un sujet ouais, intéressant ouais, pour creuser un peu l'historique, c'est que on parlait pas trop de CO2, alors en tout cas à notre échelle, peut-être la vôtre, ouais. mais dans les années 2000, tout début 2000, mon père, étant apiculteur, Oui, pardon. étant assez engagé sur écologiquement, hein, ça reste quand même dans les veines de l'entreprise, a décidé de planter 4000 arbres à Doudoville, donc c'est une petite ville petit village dans le 6-2, dans le 62. Et donc, on a déjà fait cet effort de contribution, en tout cas sans le savoir, à l'époque, parce que on entendait parler de déforestation. Et du coup, ça a été. Donc, mon père, avant même qu'on ne calcule, avait fait planter 4000 arbres par une pépinière sur place. Et aujourd'hui, on travaille aussi un peu avec Ecotree, qui est une boîte Bicorp, et on achète quelques forêts quand on le peut ou on les offre aux clients. Génial. Donc là, vous avez tout, voilà, un arbre de contribution. Enfin, pardon, arbre, c'est le terme sweep, hein, mais le plan de contribution est ici. Et on attend demain à ce qu'on se fixe des objectifs de contribution. Je pense à Veolia qui s'est fixé des objectifs d'émissions évitées, et vous pouvez très bien vous fixer des objectifs financiers de contribution à la neutralité carbone. Et puis tout ceci se retrouvera en fait dans des dashboards qui sont dédiés à la contribution en termes de valorisation. Voilà, je voulais vous montrer ça. Encore une fois, bravo Charles pour tout ce que vous faites, Merci. parce que c'est rare. On passe aux questions-réponses. Il y a une première, il y avait une question pour toi, Mathieu, sur la place des projets à l'international. J'aurais un mot à dire dessus, mais je vois que tu y as répondu. Est-ce que tu veux bien partager ça? Donc la question, hein, est-ce qu'Agotera est actif dans différents pays européens au-delà de la France, notamment en Europe de l'Est, Hongrie, Roumanie ou Ukraine? Ouais, exactement. En fait, à la base, on s'appelait Terre à Terre. On était très accrochés à ce nom, puisque ça représente bien, vous l'avez compris, nos valeurs, d'avoir une action concrète et impactante. Et en fait, on a très rapidement changé le nom pour devenir Agotera, avec cette idée toujours d'agora, rassembler entreprises et agriculteurs au service de la terra. Puisque en fait, Terre à Terre, ça fonctionnait pas hors France, ou très peu. Et en fait, aujourd'hui, on se développe avec différents partenaires locaux. Donc aujourd'hui, on a 140 partenaires en France et à l'international.
Et notamment, on suit les demandes de nos clients, soit en contribution, soit en remontant les chaînes de valeur. On se rend compte qu'il faut engager, par exemple, dans les chaînes de valeur cuir, on est de plus en plus actif en Italie, puisque c'est là-bas où vont sourcer les grandes maisons et où sont situés les principaux ateliers de transformation. Donc, c'est également dans cette démarche très locale qu'on est en train du coup, de créer différentes branches. Euh, Uniquement en Europe, aujourd'hui, on n'a pas d'ambition à l'international. Il y a une question qui est liée de Dimitri, hein, qui parle justement de ce sujet de justice climatique. Il est facile de comprendre que, et comme tu l'as très bien expliqué, Charles, que soutenir des projets à côté de chez soi est toujours plus simple, plus concret. Il me semble, et c'est la stratégie de Sweep, hein, on s'est fixé un prix du carbone interne, donc une taxe interne, vous taxez vos émissions pour générer un budget de contribution, et on alloue moitié-moitié ces fonds à deux projets, Green Pods, qui porte un projet d'agroforesterie en Occitanie sur des amandiers, et un projet au Cambodge de filtration de l'eau. Évidemment, moi, c'est mon ADN. On a un enjeu de justice climatique aujourd'hui à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'aider les populations qui sont les plus touchées et les moins responsables des changements climatiques à faire face à ces changements climatiques. Donc là, limite, on parle déjà un peu plus d'adaptation, mais à se développer. Alors, se développer, ça veut dire accéder à des besoins essentiels, avoir de l'eau potable, avoir un toit sur la tête, de la lumière pour faire ses devoirs, pour les enfants. Euh, et c'est nécessaire. Donc, je pense qu'il y a une approche à développer. Encore une fois, elle revient à chaque entreprise de la mettre en œuvre, qui est le ici et là-bas. C'est-à-dire que je peux très bien faire les deux en même temps, répondre aux enjeux d'ici sur la mobilité, sur la réhabilitation et la rénovation du bâtiment, qui est un enjeu français très important, ou la transition agricole, comme vous le faites tous les deux. Et là-bas, en soutenant un développement bas carbone, donc à mon avis, les deux ne sont pas contradictoires, Dimitri, et les deux doivent selon moi, aller de C'est pair. souvent ce qu'on voit, hein. D'ailleurs, voilà, Pierre Fabre donc c'est une conférence qu'on anime à ProDurable. Donc on parlera aussi de contribution, mais une grosse partie de leur budget est aussi allouée à des budgets internationaux et en fait finalement ça a beaucoup de sens aussi. Donc mon Ouais. idée c'est pas du tout d'opposer, mais plutôt de dire effectivement comme tu le dis Renaud, il faut y mettre de la complémentarité, Mm. puisque voilà, du moment que les projets sont sérieux, suivis dans le temps, audités, euh, et ben, il peut avoir un impact aussi important, que ce soit du local ou de l'international. Ouais. Et puis 3 minutes pour terminer sur une question autour du prix du carbone. Avant de te laisser répondre, Mathieu, je voudrais répéter et rappeler que le crédit carbone, le certificat carbone est une unité d'impact et qu'elle a un coût de revient. C'est-à-dire que son coût de revient dépend du business plan du projet qui sera soutenu, ce qui veut dire qu'un projet d'hydroélectricité en Turquie ou en Pologne, où on a besoin de décarboner le mix électrique, sera moins cher qu'un projet de transition agricole ou de plantation de mangroves à Madagascar, pour la simple et bonne raison que le projet vend des kilowattheures, donc ils ont une grosse source de revenus qui vient compléter le business plan, et beaucoup de crédits carbone réduits. Donc ces deux variables, hein, du prix, c'est-à-dire combien il me reste à financer sur mon projet et le volume de CO2, donnent le coût de revient. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Mathieu, Oui, sur vos projets? exactement. C'est pour ça qu'en fait, nous, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de différencier aussi les projets et la rémunération pour chaque agriculteur, parce que, par exemple, une transition en grande culture peut coûter plus cher qu'une transition en arboriculture, par exemple. Et ensuite, ça dépend, on peut pas faire de généralité, ça dépend du plan d'action de l'agriculteur, puisqu'en fait, il y a des leviers qui vont coûter très cher à mettre en place
puisque, par exemple, dans le cadre de la transition bio de notre ferme, donc on a arrêté tous les produits chimiques pour désherber, et du coup, on doit désherber mécaniquement. Du coup, on a dû acheter une hersétrie et qui nous a coûté 27 500 euros. En fait, ça demande un investissement supplémentaire. Mhm. Ça, c'est aussi des choses qu'on valorise et qu'on personnalise dans la rémunération carbone, donc dans le prix du certificat carbone que va acheter l'entreprise. Et finalement, c'est hyper important de fonctionner sous un modèle hyper personnalisé puisque c'est financer une mesure d'impact. Et si on veut que l'impact soit effectif, il faut trouver une juste rémunération. Et juste rémunération, la juste rémunération de l'agriculteur, il y a la juste rémunération allouée aussi à tout ce qui est suivi, audit, que le projet soit suivi dans le temps, mais aussi toute la partie dans l'agriculture qui est ultra importante, c'est la partie formation, conseil technique et agronomique, pour être sûr que les leviers qu'on mette séquestrent du carbone, oui, effectivement, mais ça ne doit pas être le principal objectif, mais surtout régénérer nos sols, permettre d'avoir une agriculture plus résiliente qui va faire émerger une alimentation durable, disponible pour tous. Parce que c'est vraiment finalement Mhm. la finalité de notre entreprise Agotera. J'ai pas vu les autres questions, Bertrand. On est à 100 euros en taxe carbone interne sur Scope 1, 2 et nos travel, nos déplacements professionnels, et 10 euros sur le reste. Ce qui fait qu'on a un budget cette année d'environ 10 000 euros de soutien à des projets. Et puis, en une minute, Charles, tu peux répondre comment Clinitex comptabilise, entre parenthèses, rapport extra-financier, enregistrement des coûts réels versus les bénéfices de ces actions de contribution. Ça, c'est une question difficile, mais est-ce que tu arrives à comptabiliser justement ces actions de contribution? À travers Sweep, donc, mais très honnêtement, oui, c'est une question assez difficile à Ouais, répondre. c'est difficile. Ouais. Ouais. Peut-être dans votre chaîne de valeur, en fait, Clean Carafe sont des produits qui peuvent vous permettre peut-être d'être moins dépendants, alors au-delà du prix de l'électricité ça va chez nous, qui est plutôt stable, moins dépendant de l'augmentation des coûts d'autres. Il y a un sujet peut-être de résilience aussi là-dedans qu'on pourrait être amené à mesurer, en fait. Oui, mais malheureusement, on n'est pas assez pointu encore sur ces sujets. Ouais, Mais ouais. les experts carbone de Sweep nous accompagnent sur ces sujets-là. Et après, ça dépend des datas disponibles. C'est toujours le nerf de la Ouais. guerre. Euh, mais Oh, on préfère voilà, faire plutôt que d'essayer de compter tout et avec le lot d'incertitudes et forcément l'important c'est d'avoir des ordres de grandeur comme on disait tout à l'heure plutôt qu'un truc ultra détaillé quoi. mm, mm. Donc François, tu peux nous contacter pour qu'on échange en direct. Voilà, on a Ouais, ouais, dépassé ouais, d'une n'hésite pas, minute. ouais. Et pareil Il est pour moi, midi si une. vous souhaitez Ouais, pareil pour Charles. Ouais. creuser, pas de souci. C'était un plaisir. Donc je vous remercie tous les deux. On reste disponible. Vraiment, on sera ravis de poursuivre la discussion. Passez une très bonne journée, bon appétit et vive la contribution. De ça. Merci à tous. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.